Bonjour, je m'appelle Valérie Luceyan-Fernandez, je suis professeure agrégée à l'Université de Waterloo en Ontario. Je m'intéresse aux textes de l'extrême contemporain, de la littérature française et de la francophonie, notamment la représentation de la violence et de l'expérience traumatique privée, donc que ce soit la maladie, le deuil, l'inceste et le viol, ou collective comme le génocide, les attentats, et puis aussi les enfants soldats ou le viol de guerre. Je m'intéresse également à la transmission inter- et transgénérationnelle dans l'écriture de soi et à la réécriture et au ressassement dans la littérature contemporaine. Je suis l'auteur de 2 livres que j'ai publiés l'année dernière chez Peter Lang, et notamment le premier, je suis co-autrice de cet ouvrage qui s'intitule « La répétition dans les textes littéraires du Moyen-Âge à nos jours » et notamment l'autre texte, cette fois-ci ma monographie, qui s'intitule « Écrire les blessures de l'enfance, inscription du trauma dans la littérature contemporaine au féminin ». Depuis 4 ans, j'ai élargi mon sujet d'étude à l'Afrique subsaharienne en m'intéressant particulièrement au génocide des Tutsis au Rwanda, aux enfants soldats et à l'impact du terrorisme dans la littérature africaine. En fait, durant ma maîtrise à l'Université de Waterloo, j'avais déjà touché à l'adolescence et au corps des jeunes filles dans les romans d'Amélie Nothomb et de Sylvie Germain. Et ce qui m'intriguait, c'était ces corps de jeunes femmes personnages qui souffraient à cause d'une maladie comme l'anorexie mentale, ou qui souffraient d'un corps qui change, qui se transforme à la puberté ou sous l'emprise d'un viol. Cela dit, c'est l'autofiction de Chloé Delhomme, Le cri du sablier, paru en 2001, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce type de texte, difficile à lire, tant le trauma imprégnait l'essence même de l'écriture. Je pense qu'au départ, l'auteur répond à une nécessité intérieure, à un besoin presque vital, comme si l'écriture allait ouvrir une vanne d'oxygène. L'écriture est salvatrice dans ce sens-là et à la fois égoïste, car écrire est avant tout un acte que l'on fait pour soi. Je repense toujours à un entretien que Sylvie Germain a accordé en 1999 et pour qui écrire, c'est, je cite, « poursuivre une quête de sens » pour tenter de mettre un peu d'ordre et de clarté dans son chaos intérieur. Et c'est d'ailleurs lorsqu'on écrit pour soi qu'on a le plus de chances de toucher les autres. Car il ne s'agit pas d'un soi privé, d'un moi autobiographique et autosuffisant. Au contraire, c'est la part d'ombre de méconnu inscrite dans l'humain que l'on explore en écrivant. Toutefois, si les écrivaines sondent cette part d'ombre méconnue, ce n'est pas pour en guérir, je pense pas. Peut-on véritablement guérir d'un trauma? C'est plutôt pour apprivoiser cette part d'ombre, apprendre à vivre avec, la saisir grâce aux mots pour en tirer un sens. Et d'ailleurs, comme le remarque la psychanalyste Nicole Lopis-Salvant, il y a sans doute dans l'écriture, je cite, une fonction relais, un appel au sens et à la symbolisation, là où l'échange verbal était inopérant puisque trop chargé d'affect. Oui, bien sûr, c'est une réconciliation avec une identité intime de soi, une réconciliation d'ailleurs entre 2 mondes, celui qui a été détruit brutalement durant l'enfance et le monde actuel. Cela dit, je ne dirais pas que c'est une réconciliation qui accepte une expérience totale de soi, du soi, puisque chaque auteur garde quand même une partie cachée d'elle-même. Je crois qu'elles ne révèlent pas tout, bien sûr, dans la publication. Elles sont bien conscientes qu'elles vont produire un livre qui va être exposé à toutes les personnes à tout un lectorat. Et puis, l'expérience de soi, je la vois plutôt comme dans le quotidien de ces femmes, dans le besoin de faire face aux énigmes et à la douleur du passé au fil des décennies, en fait. L'expérience totale du soi se trouve en fait dans les petits actes de tous les jours, dans cette accumulation d'instants vécus
qui empêche le sujet de fictionnaliser les souvenirs. Je dirais que l'autre est très présent et même le père est omniprésent puisqu'il est souvent à la source de tous les maux. C'est celui que l'on essaie de se défaire de l'emprise en le dénonçant, non pas en le livrant par son nom, mais en écrivant ses actes vicieux et abusifs. C'est aussi celui devant lequel le jeu narratif s'efface pour quand une scène devient trop difficile à relater, une scène d'abus sexuel, comme c'est le cas par exemple chez Béatrice de Jurquet. La fillette d'antan, en fait, revient au moment de l'écriture, le temps de quelques lignes, refait surface et le jeu donc est supplanté par un il, un patriarche dominant, surtout quand il est question de revenir sur les sévices du père. Et au détour d'une autre œuvre, il est cet autre, le personnage qui inspire des procédés d'écriture, comme c'est le cas chez Delhomme. La métaphore du sable est largement inspirée des événements traumatiques subis. Je rappelle que par exemple dans Le Cri du sablier et dans D'autres sauvages de Chloé Delhomme, elle explique que son père a tué sa mère devant elle à l'âge de 10 ans et que son père s'est tout de suite, juste après, suicidé, laissant sur elle des morceaux de sa cervelle. Et elle a souvent expliqué ça, que ces morceaux de cervelle, une partie de lui, a fini par obstruer son larynx, d'où aucun bruit n'a jailli pendant 9 mois. C'est vrai que Chloé Delhomme a souffert de l'aphasie pendant quelques mois. Et les morceaux de chair donc sont devenus des grains de sable. Et elle dit ceci à plusieurs reprises dans Le Cri du sablier, elle le nomme ce minéral trauma sédimentaire, et comme elle aime le décrire. Et on retrouve dans Le Cri du sablier donc toute une métaphore du sable qui se retrouve dans le titre lui-même, et c'est ce que je développe dans un de mes articles et aussi dans mon livre. Chez Mainguy, c'est toute une famille qui est l'autre, c'est toute une famille de bourreaux. Donc on parle du père, du frère, de l'oncle qui abuse d'elle, c'est une de sœurs qui est méchante et qui pousse finalement la narratrice à s'inventer une autre identité pour ne pas appartenir finalement à cette famille qui ne cesse d'abuser d'elle. L'autre est donc la source d'une souffrance refoulée qui se donne à voir des années plus tard dans une création contrôlée, maîtrisée, qui fait ressortir une vérité qui est connue de tous et de toutes, notamment aux alentours de la vie de l'écrivaine. L'autre, c'est aussi, il ne faut pas oublier, le personnage adjuvant, celui qui va aider la narratrice à parler de son trauma. Et je pense, il y a plusieurs textes dans lesquels c'est le cas, l'analyste est très présent. Plusieurs narratrices tressent leur histoire à travers des séances recomposées avec leur psychanalyste. De fait, ce que l'analyste devenu personnage essaie de faire émerger, c'est-à-dire les scènes de l'enfance, le refoulé, le vécu émotionnel, la patiente narratrice le reconstruit morceau par l'écriture. Puisque le trauma emprisonne le soi, en fait, en entretenant la rupture des liens, le soi à soi-même et de soi aux autres, et en plaçant l'écrivaine dans un état de constante vulnérabilité, l'écriture s'avère un moyen effectivement de recontrôler les souvenirs, de les agencer pour mieux les affronter en quelque sorte et se réparer par les mots. Dans les textes qui traitent de l'inceste ou de la maltraitance, je ne vois pas de tentative de pardon. Et cela se comprend en fait par le fait que le corps de ces femmes ont été durant l'enfance l'objet d'un père ou d'un frère, d'un oncle. Et cette objectification n'a pas été reconnue ni par les parents, ni par les membres de la famille, ou si peu finalement. Dès lors, comment aller vers l'autre et vers le pardon quand le bourreau lui-même ne daigne pas reconnaître les faits?
Il est d'abord destiné aux soins intérieurs, à l'être qui a mal de redevenir l'être entier d'autrefois. Mais il ne faut pas oublier l'autre, c'est-à-dire le tiers absent, le lecteur, cet autre qui est en dehors du texte et qui joue le rôle de relais. Il faut savoir que certaines des écrivaines de mon corpus avaient déjà fait auparavant l'écriture, une cure analytique, ça j'en ai déjà parlé, et elles la racontent d'ailleurs dans leurs récits respectifs. Or, la cure analytique, seul l'analyste est présent face à l'auteur. Et le lecteur, ici, par l'écriture et la publication du livre, devient alors cette autre personne relais qui permet au sujet traumatisé de reprendre contact avec le monde extérieur et en plus grand avec la communauté. Ce lecteur est d'ailleurs réceptif et empathique, parfois même participe à réaccueillir l'écrivaine dans un groupe social beaucoup plus large. Oui, bien sûr. On parlait plutôt de l'expérience totale du soi dans le quotidien. Et ici, dans l'écriture, je dirais plutôt que nous sommes dans une expérimentation totale du soi, dans cette mise en scène du soi dans l'écriture. Il existe différentes méthodes expérimentales dans toutes les écrivaines que j'ai analysées, comme celle de Delhomme, qui appellent à réfléchir sur les effets de varier les stratégies d'écriture et techniques, comme par exemple, je dirais chez Delhomme, le cut-up, l'apport musical, la variété des discours, des genres et autres. Et n'oublions pas que Delhomme, par exemple, si je reprends encore cette écrivaine, parle de, entre guillemets, de laboratoire. Et elle dit qu'elle manipule le ressenti, les souvenirs, la fiction. Ça, c'est elle écrit cela dans S'écrire mode d'emploi. Et donc, l'écriture interroge en fait sur la place du jeu meurtri dans la vie, sur son art de résister à la fragmentation du soi, provoquée initialement par le trauma. Et c'est aussi un espace dans lequel la personne blessée peut s'approprier ou s'imaginer une scène, déployer une imagination débordante ou pas, rêver, digresser, s'inventer autre, parler même de son écriture pour se sentir plus libre et donc moins souffrante, puisque cet exercice, avec cet exercice, elle devient maître de sa propre histoire. Alors, plus qu'une arme de défense, c'est une arme de résistance. En fait, si on reprend la signification latine du mot résistance, cela signifie s'arrêter, tenir tête, donc c'est faire obstacle. Et pour beaucoup d'écrivaines, puisque le corps porte la mémoire de l'événement traumatique, il leur faut une arme redoutable, celle des mots, pour effectivement repousser l'ennemi. Selon moi, l'écriture a aussi une portée dénonciatrice et émancipatrice. Dénonciatrice, car l'écrivaine révèle au grand jour la méchanceté, l'indifférence des autres, le manque de soutien des membres de la famille, qui sont cachés sous d'autres noms. Émancipatrice, parce qu'elle libère l'auteur d'un poids et lui permet de se faire agente de sa propre version des faits, et de les agencer dans un ordre bien sûr désiré, de faire des recherches aussi pour compléter un travail, son travail. Il y a une sorte donc de réappropriation cicatrisante de soi-même par l'écriture. Alors, l'écriture empêche l'isolement et le repli sur soi, fait émerger une parole enfouie qui pense la violence et extériorise les ressentis, tout en favorisant l'élan et la reprise de contact avec soi et avec l'autre. Car en fait, il est tout aussi important de sortir de son impasse intérieure que de retrouver un soutien social en ouvrant son récit aux autres. Rencontrer l'autre dans l'écriture, c'est sans doute aussi retrouver une forme de plaisir et de ressourcement, c'est-à-dire non pas un retour aux sources et de l'enfance avant le trauma, mais un retour à un état
de confiance et de sécurité nécessaires pour continuer à aller de l'avant. Et puis, l'écriture, en tant que forme de médiation et de relation, va mobiliser un certain public, un lectorat inconnu, qui va recevoir ces récits, ou ces romans d'ailleurs, comme des textes, ressources. Alors, par exemple, on va avoir des associations qui les utilisent et qui les mettent sur leur site, et les particuliers qui vont les acheter, les garder, puis parfois les passer à des amis. Ce sont aussi des outils pour reconstruire des ponts de discussion, d'échange et de partage. Suite à la parution donc d'un ouvrage sur un trauma ou sur une maladie ou un génocide ou autre, il n'est pas rare d'ailleurs que des centaines de lecteurs et de lectrices écrivent à un ou une auteure pour partager cette même épreuve, pour partager un poème, une réflexion. On a aussi vu des mots de soutien, exprimer une gratitude et puis la compassion. Donc ainsi, la roue tourne, la pulsion d'écrire s'opère à nouveau et le lecteur renvoie ses émotions à l'écrivain qui, loin d'avoir fini son chemin sur la route de la reconstruction, finit parfois par publier les lettres de ses lecteurs. Et je pense ici notamment à Annie Dupéret qui a publié son texte « Je vous écris ». C'est souvent par ce partage épistolaire que l'auteur se déculpabilise, parfois pardonne, déchire des documents du passé et réinstaure une connexion avec un membre de la famille ou refait une vie. D'autres textes invitent aussi à faire bouger les lois, les mentalités, à briser des tabous. Je pense qu'ils s'inscrivent dans une démarche de vérité, en rompant un silence. Je pense notamment à Eva Thomas, Le viol du silence, qui est un livre qui a paru il y a déjà quelques années, on est en 1986 quand il a paru, mais qui récemment a reparlé de ce livre et Eva Thomas a déclaré qu'effectivement ça l'avait beaucoup aidé, cette parution, à mettre de l'avant finalement le viol sur la scène publique. Ainsi, en exposant une histoire sans hypocrisie, sans silence, sans mensonge, l'auteur fait prendre conscience au lecteur et à la société entière que le bourreau est resté parfois impuni pendant plusieurs années, déclenchant alors des mouvements de colère et de dénonciation que l'auteur lui-même n'avait pas prévus. S'enclenche alors un débat social, la chute du bourreau parfois, et de nouvelles enquêtes ou des propositions de loi. Notre responsabilité est d'abord de ne pas oublier ces textes, surtout pas. La victime a pris la peine de nous raconter son histoire, de la partager. La moindre des choses, c'est de la lire, de la ressentir, de la partager, de l'analyser. C'est ensuite de les faire connaître, comme je le disais, donc de ce partage par l'enseignement, par les colloques, les discussions, les rencontres. Ils ont vraiment, ces textes, toute leur place sur la scène littéraire. J'ai enseigné de nombreux textes sur différents traumas et chaque fois avec beaucoup de préparation, de contextualisation et de profonde humilité et de respect, je me suis attachée à, face à ces textes qui dévoilent le pire sous des formes plus ou moins esthétiques, d'en faire ressortir le meilleur, le plus beau, tout ce qu'il y a de force et d'espoir après chaque phrase, chaque chapitre, chaque scène couchée sur le papier. Telle une personne en fait qui attrape la corde, je dirais, d'un bateau arrimé à quai, je saisis le livre que l'auteur publie et je l'analyse pour être prête à mon tour à transmettre aux autres, aux étudiants, notamment une lecture porteuse de sens. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé de mes recherches et les étudiants, notamment, sont en fait très réceptifs à ce genre d'histoire. Il ne faut surtout pas, à mon avis, s'empêcher de parler de tels sujets, comme les sujets du viol, de l'inceste, de la maltraitance
ou des agressions psychologiques et physiques, parce que sinon on en fait des tabous et notre société a besoin de constamment d'en parler pour pouvoir avancer. Au contraire, ces ouvrages permettent de mieux effacer nos différences, de faire face à nos fragilités en tant qu'être humain et qui sait de redonner sa place à l'auteur en tant qu'agente dans un dialogue qui va bien au-delà du livre.